Bonjour les artistes, la marque Sony vient d'annoncer 3 nouveaux objectifs pour leur boîtier APS-C. J'ai eu la possibilité de les tester avant l'heure. Ce sont des objectifs avec une thématique très similaire, les trois ce sont des courtes focales, ils sont juste ici et pour tester ces objectifs je vais principalement les utiliser avec le ZV-E10, donc ça c'est le boîtier APS-C, c'est plutôt de l'entrée de gamme, on est à moins de 800 €, boîtier nu. Alors on a un 15 mm f1.4, un 11 mm f1.8 et un 10-20 mm f4. Je vous affiche également leur équivalence en plein format au niveau de la focale. Donc tu vois, on est vraiment sur de la courte focale. Alors moi ce qu'ils m'ont dit, avec ces objectifs, ils ciblent, ils visent vraiment l'univers des vlogueurs, mais aussi les youtubeurs, finalement un petit peu toutes les personnes qui aiment bien se filmer avec des courtes focales pour du selfie, du vlog ou là présentement du face caméra. Sur un capteur APS-C, c'est toujours difficile d'avoir un angle de vue très large comparé au plein format, et en vlog, quand on se filme à bout de bras, généralement on aime bien avoir une valeur de plan assez large, pas être juste collé voilà sur la tête. Pour le spectateur c'est pas toujours très agréable, donc à la base et encore plus sur un capteur APS-C il nous faut une très courte focale. Alors je vous affiche tout de suite la liste des caractéristiques de ces trois objectifs, comme ça vous avez tout de suite une vue d'ensemble. Donc déjà tu peux voir ils sont très légers, très compacts. Tu vois je les ai mis à côté du 24 mm f1.4GM de chez Sony juste pour te donner une idée de leur dimension. Le 24 mm c'était déjà un objectif très compact, mais là ces trois nouvelles focales elles le sont encore plus et elles vont être adaptées pour une utilisation par exemple avec un ZV-E10. Je vous donne le poids de l'ensemble quand l'objectif est monté sur le boîtier et même chose, je te donne le poids de l'ensemble mais avec cette fois-ci en plus la poignée grip de chez Sony. Au niveau du filetage, pour les filtres on en a 2 à 55 mm et 1 à 62 mm. Ensuite au niveau de la distance minimale de mise au point, là c'est intéressant, elle est très courte, 12 cm pour le 11 mm f1.8, 17 cm pour le 15 mm f1.4 et 13 à 17 cm pour le 10-20 mm f4. Donc ça permet de se rapprocher d'un sujet et avec la grande ouverture on peut obtenir une petite profondeur de champ avec un beau flou d'arrière-plan. Il y a juste le 10-20 mm avec son ouverture f4 où ça sera moins flagrant, mais ça permet quand même de travailler des compositions différentes. Ensuite au niveau du matériau de fabrication, globalement c'est de l'aluminium avec une partie en polycarbonate, ça permet d'avoir quelque chose de très léger. Bon, il faudra quand même faire attention au choc et en prendre soin. Tu vois également qu'il y en a deux qui font partie de la série G, donc on est sur une gamme légèrement supérieure. Donc le 11 mm f1.8 c'est le plus simple, on a juste une bague de mise au point, un bouton personnalisable et le clutch autofocus mise au point manuel. Le 15 mm f1.4 qui fait partie de la série G, lui il a une bague de mise au point mais aussi une bague pour contrôler l'ouverture. D'ailleurs tu peux décliquer la bague, donc ça pour la vidéo ça peut être intéressant. Et pour le 10-20 mm, lui il a une bague de mise au point, une bague pour contrôler le zoom, il a aussi une commande type poussoir pour contrôler la focale, donc ça permet d'avoir des changements de focale beaucoup plus souples, beaucoup plus fluides. Et ce qui est intéressant avec le 10-20 mm, c'est qu'on a un zoom interne, l'objectif ne s'étend pas. Donc ça pour un gimbal ça peut être très intéressant. En équivalent plein format c'est un 15-30 mm, donc c'est vraiment une plage de focale adaptée pour un gimbal, pour faire des plans d'architecture, d'intérieur, des choses comme ça. Alors c'est parti, je vous montre tout de suite des exemples. Alors on commence les tests, pour l'instant on traite plutôt l'aspect de la vidéo. Je vais commencer par vous comparer un petit peu la focale de ces trois objectifs parce que finalement c'est l'élément essentiel qui nous intéresse, c'est ce qui va les différencier. Donc là je suis en intérieur, on a une configuration un petit peu type YouTube, donc face caméra. Voilà, je suis dos à mon décor, dos à mon arrière-plan. Et là la caméra elle est positionnée quasiment à la même place à laquelle habituellement j'utilise l'A7 IV, donc un boîtier plein format. Généralement je l'utilise avec le 24 mm GM et je l'utilise à peu près à cette distance. Là on s'en rend pas forcément compte dans l'exemple, mais la caméra elle est située peut-être à 1m20, 1m50 de moi, donc elle est pas très éloignée, et là tu vois qu'on a un angle de vue bien plus large que ce que j'ai habituellement avec mon A7 IV, et c'est normal parce que voilà, sur de la APS-C en équivalent plein format, un 10-20 mm ça équivaut à peu près à un 15-30 mm plein format, donc on est quand même sur du très large, d'autant plus que la stabilisation est désactivée. Donc ça c'est le rendu au 10-20 mm, donc là j'étais au plus large au 10 mm. Ensuite on a le 11 mm, alors je vous remontre, ça c'est le 10 mm et là on passe au 11 mm. Donc tu vois il y a quand même beaucoup de différence quand tu es en courte focale, même si c'est juste 1 mm de différence. Tu vois le 10 mm, 11 mm, et bien là on est un petit peu plus serré. Là potentiellement par rapport au cadre de départ, le 11 mm serait un peu plus intéressant. Donc voilà, ça c'est le rendu au 11 mm. Là j'utilise pas de profil log, j'étais sur le profil standard, il n'y a eu aucune retouche, aucun étalonnage en post-production. Je suis en 4K et
et je dois avouer que je suis assez étonné par la qualité de l'image. Franchement, pour un boîtier à moins de 1000 €, là, le ZVE10, le rendu en tout cas 4K comme ça est vraiment très très joli. Et là, on est au 11 mm. Donc là, on a des focales vraiment hyper adaptées, voilà, pour ce genre de choses, pour du YouTube, pour du face caméra, où généralement on privilégie plutôt des angles de prise de vue assez larges. Là, l'intérêt, c'est que, en fait, là, on s'en rend pas compte, mais la salle, la pièce dans laquelle je me trouve est vraiment très petite. Là, on dirait pas comme ça, mais la chaise, elle est peut-être à 1 m, 1 m 20 du mur. Donc l'espace est vraiment très réduit, mais en fait, la courte focale, avec son angle de prise de vue très large, ça a tendance à agrandir les espaces, à donner cette impression de volume. Donc pour de l'intérieur, c'est vraiment adapté. Donc tu vois, là, je suis au 11 mm. Ensuite, on a le 15 mm. Donc là, évidemment, il y a une différence assez importante. 15 mm, ça correspond à peu près à un 22,5 mm en plein format. Donc là, on se rapproche de mon 24 mm sur mon Sony A7 IV. Alors j'avais légèrement modifié la composition et tu vois là, bon, typiquement, on aurait quelque chose, peut-être, ça serait la valeur de plan la plus adaptée à ma scène. Il y a un petit peu moins de murs sur les côtés, le décor est un peu mieux cadré. Donc là, on est au 15 mm sur le ZVE10. Là, je suis pas à pleine ouverture, hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément beaucoup de séparation entre le sujet et l'arrière-plan. Là, pour l'instant, c'est vraiment une comparaison au niveau de la focale. Donc là, rien à dire, hein, en 4K, c'est vraiment très joli. Tu vois, profil standard, on a des belles couleurs, un beau contraste, ça fonctionne bien. Ensuite, je vous ai fait une comparaison au niveau de l'ouverture. Donc là, je vais être à pleine ouverture pour chaque objectif. On est revenu au 10-20 mm et tu vois, entre parenthèses, c'est l'ouverture à laquelle j'ai réglé l'objectif. Donc là, on est à f4, j'ai modifié légèrement la prise de vue, toujours en 4K à 25 images par seconde, en profil standard, stabilisation désactivée. Et donc, tu vois que, évidemment, sur un grand angle, sur une courte focale comme ça à f4, eh bien, on a quasiment tout qui est net. En tout cas, on a beaucoup moins de séparation au niveau de l'arrière-plan et du sujet. Ensuite, on a le 11 mm f1.8. Donc, je vais te montrer, voilà, l'avant-après. Ça, c'est le 10 mm f4 et ça, c'est le 11 mm f1.8. Donc là, tu vois que on a beaucoup plus de séparation. Enfin, on commence à avoir un léger flou en arrière-plan. Et là, donc, on est à pleine ouverture. On est à f1.8. Donc, ça suffit à séparer un peu le sujet de l'arrière-plan pour du face caméra YouTube, pour du vlog. Voilà, c'est vraiment très adapté. Et puis ensuite, on a le 15 mm. Donc, je vais te montrer la différence. Ça, c'est le 11 mm f1.8 et ça, c'est le 15 mm f1.4. Je suis à pleine ouverture. On a un beau flou en arrière-plan. On est sur un capteur APS-C, mais voilà, avec cette grande ouverture, on arrive quand même à avoir cette séparation au niveau du décor et du sujet. Et donc, franchement, pour du face caméra, tu vois, là, je suis avec le ZVE10, boîtier APS-C à moins de 1000 €. Ça fonctionne plutôt bien. Donc là, le 15 mm en équivalent plein format, je rappelle, ça correspond à un 22,5. Ça reste une courte focale. Je pense que ça reste adapté pour du face caméra YouTube. On est en profil standard. Franchement, là, la 4K, je la trouve très jolie. Encore une fois, je n'ai pas retouché l'image. Alors là, je vous montre une comparaison avec les 3 objectifs dans le champ. Alors, forcément, l'image est plus petite, c'est plus difficile, mais tu vois quand même, ça se remarque un petit peu au niveau du flou d'arrière-plan. Hein. À f4, évidemment, il y en aura très très peu, à moins que vous avez beaucoup d'espace et que l'arrière-plan soit plus loin par rapport à votre sujet. À f1.8, là, on commence à avoir du flou en arrière-plan. Et puis, évidemment, au f1.4, 15 mm, c'est là où il sera le plus marqué. Et tu vois, là, je te remonte la différence, c'est plus visible. J'ai recadré, voilà, pour qu'on ait bien les 3 images à l'écran. Et là, ça se remarque bien, hein. Évidemment, f4, là, on a très peu de séparation entre le sujet et l'arrière-plan. Alors, si c'est ça qui vous intéresse, eh bien, cet objectif, c'est l'idéal. Par contre, si vous aimez quand il y a un petit peu de flou en arrière-plan, il faudra soit opter plutôt pour le 11 mm, soit pour le 15 mm, sachant que la focale est un petit peu différente. Ça sera un peu moins large sur le 15 mm. Ensuite, je vous ai fait un test au niveau, voilà, de l'autofocus. Donc là, on est en AFC, détection des yeux. Je suis au 11 mm et tu vois, ça a l'air très réactif. Donc là, 11 mm f1.8, ça suit plutôt bien. Tu vois, bon, on a une scène assez contrastée, mais quand même bien exposée, il y a de la lumière. Donc là, pas trop de soucis, le boîtier arrive à suivre et tu vois, c'est vraiment très réactif. Je suis quasiment à fond au niveau de la vitesse de transition et de la sensibilité de suivi. Très très bon duo, ça fonctionne bien sur un ZVE10, aucun souci. Je t'ai fait aussi le test avec le 10-20 mm. Là encore une fois, ça fonctionne bien, c'est réactif, tu vois, pas de souci. Alors là, c'est encore plus simple parce que l'ouverture est un peu plus refermée. La profondeur de champ est plus grande, donc voilà. Là, le suivi est parfait, tu vois, il n'y a vraiment aucun problème. Je rappelle, on est sur le ZVE10, là on est passé au 15 mm f1.4, on est avec la plus grande ouverture, et tu vois, ça suit pas mal, hein. La détection de l'œil est vraiment très efficace. On est en intérieur, le plan est bien exposé, et voilà, côté autofocus, c'est vraiment hyper fluide. Je t'ai remis la comparaison avec les 3 images à l'écran, voilà.
que ça soit le 10-20 mm, le 11 mm ou le 15 mm, je pense que à ce niveau-là, au niveau de l'autofocus, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Et puis ensuite, je vous ai fait le test en photo. Donc là, voilà, on appuie sur le déclencheur, il y a la détection de l'œil, et tu vois, encore une fois, c'est hyper réactif, c'est immédiat. Donc évidemment, pour de la photographie, voilà, c'est l'autofocus Sony, c'est un des meilleurs du marché à mon sens. Et tu vois, la détection du visage a l'air de bien fonctionner. Je sors du plan, il retrouve l'œil, voilà, aucun souci. Là, on est au 15 mm. f1.4. Alors ensuite, j'ai fait le test avec le 10-20 mm. Là encore, j'ai pas noté trop de problèmes. Ça suit bien, c'est efficace. On est avec l'autofocus continu, détection des yeux. Et voilà, tu vois, ça fonctionne bien. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas d'effet de pompage. Et puis même chose pour le 11 mm. Là, l'ouverture est un petit peu plus grande. Profondeur de champ plus fine, plus de flou en arrière-plan. Et tu vois l'autofocus. Donc là, on est en photo. Et ça fonctionne hyper bien. Il suit l'œil sans trop de problèmes. Alors ensuite, je vous ai fait des tests en extérieur. Là, je commence par des comparaisons au niveau de la focale. Donc là, je suis au 10-20 mm f4 et là, il est réglé sur f8, donc une ouverture un petit peu standard pour du paysage. Là, l'objectif, c'est d'avoir une grande profondeur de champ. Je suis avec le ZVE10 et cette fois-ci, donc je suis toujours en 4K 25 images par seconde, stabilisation désactivée, mais je suis en S-Log 3. Donc il y a eu un léger étalonnage et je dois avouer que je suis vraiment assez bluffé par la qualité de l'image. Là, sur du S-Log 3, c'est du 8 bits, mais tu vois, ça fonctionne bien. Alors là, j'étais à la sensibilité ISO la plus basse, donc ISO 500 en S-Log 3. Ensuite, on a le 11 mm, donc je te montre, voilà, ça c'est 10 mm, ça c'est 11 mm, 10 et 11 mm, donc encore une fois c'est hyper joli, ça fonctionne bien. Et ensuite on a le 15 mm, donc voilà, comme ça vous avez la comparaison au niveau de la focale, le 10 le plus large, le 11 et puis enfin le 15 mm, là je suis à ouverture f8. Autrement au niveau de l'image, hein, c'est très similaire pour ces trois objectifs. J'ai refait voilà la même chose, le même test, toujours un test de focale pour les trois objectifs. Cette fois-ci il y a un sujet dans le champ, on est un petit peu à contre-jour, donc là j'étais avec l'autofocus, toujours le ZVE10 S-Log 3, donc là on est au 10 mm et franchement là on dirait pas, mais la caméra est vraiment très proche de moi, elle est à 1 m, 1 m 20 à tout casser. Donc ça c'est le 10 mm, ensuite on a le 11 mm, donc je te montre le avant-après, 10 mm, 11 mm, 10 mm, 11 mm, tu vois, léger changement, je suis à f8, donc là je suis pas avec une grande ouverture, et voilà, donc ça c'est le point de vue pour le 11 mm. Ensuite on a le 15 mm, donc je te remonte l'avant, 11 mm, 15 mm, 11, 15 mm, donc un peu plus resserré, mais voilà, sur de l'équivalent plat format, je rappelle, c'est du 22,5 mm, on est toujours sur une courte focale, l'angle de prise de vue est très large, donc tu vois tout de suite pour du vlog, du face caméra comme ça, pour des vidéos YouTube, c'est vraiment adapté. Et puis ensuite, j'ai essayé de vous faire des tests, voilà, type vlog à pleine ouverture pour vous montrer le rendu à bout de bras. Donc là, je suis au 10 mm. Donc là, tu vois, c'est vraiment l'idéal. On a un angle de prise de vue bien large. Alors là, la stabilisation est toujours désactivée. C'est pour ça qu'il n'y a pas de crop dans l'image pour l'instant. Et tu vois, ça fonctionne bien. Je vous teste en même temps la pleine ouverture. Donc là, on est à f4. Tu vois, il y a moins de séparation au niveau de l'arrière-plan, mais c'est quand même assez joli. Et là, je suis sur le profil standard. Ensuite, il y a le 11 mm. Donc ça, c'est le 10 mm. Ça, c'est le 11 mm. Donc légèrement plus resserré au niveau de l'angle de prise de vue. Par contre, là, à f1.8, tu vois qu'on a beaucoup plus de séparation entre le sujet et l'arrière-plan. Tu vois, là, on commence à avoir du flou en arrière-plan. Donc voilà, après c'est en fonction de vos habitudes, de vos goûts, mais avec le 11 mm f1.8, c'est sûr que là on va pouvoir séparer le sujet de l'arrière-plan. Et puis avec le 15 mm, c'est encore plus flagrant. Tu vois qu'on a toujours un angle de prise de vue, on va dire, assez large, hein. On n'est pas encore sur du gros plan, là on est vraiment limite plan poitrine. Je tiens la caméra à bout de bras, type vlog, et voilà, ça fonctionnerait encore bien. Je dirais que 15 mm, ça serait la limite, on serait sur une focale un petit peu plus resserrée. Là, ça commencerait à être un petit peu trop proche au niveau de la valeur de plan, mais là, avec le f1.4, tu vois, on a vraiment un beau flou d'arrière-plan, et on est toujours sur un boîtier APS-C, le ZVE10. Alors ensuite, je vous ai fait un test de stabilisation, je suis au 10-20 mm. La stabilisation, c'est un facteur évidemment très important, surtout pour du vlog. Généralement, c'est en mouvement, on marche ou on parle à la caméra en mouvement. Là, la stabilisation est désactivée, donc on n'a pas de crop, on a un angle de prise de vue bien large, mais tu vois, ça secoue un petit peu. Je pense que ça peut passer pour du vlog, mais quand même, il y a un petit peu de vibration. On est en 4K, en plus, vous allez voir que en 4K avec le ZVE10, il y a quand même pas mal de rolling shutter, donc ça a tendance à accentuer un petit peu les secousses, les vibrations. Et là, maintenant, on est en stabilisation électronique, la stabilisation est activée. Alors, ce qui est dommage avec le ZVE10, c'est que le crop est vraiment très important, tu vois, c'est du 1,44 fois. La valeur de plan est différente, heureusement, le 10 mm était quand même assez large de base, donc pour du vlog, là, ça passe, et on a quelque chose d'un
un petit peu plus stable. Même si ça secoue encore, évidemment, hein, ça reste une stabilisation électronique. Ensuite, on est passé sur le 11 mm f1.8. Donc la grande ouverture, beau flou en arrière-plan, je suis en stabilisation désactivée. Donc au 11 mm, tu vois que ça secoue un petit peu. Je suis pas non plus en train de courir, hein, je marche normalement d'un bon pas. Évidemment, il y a des vibrations parce que le capteur n'est pas stabilisé nativement et là, la stabilisation électronique est désactivée. Alors ça, c'est le rendu quand la stabilisation est activée. Donc tu vois, le crop est toujours là. Je pense que encore une fois, là pour du vlog, moi, je pourrais l'utiliser. Évidemment, la valeur s'est resserrée, mais ça reste encore assez large pour une caméra tenue à bout de bras. Et on a un cadre, une valeur de plan un peu plus stable. Et en S-Log 3, c'est assez joli. Et tu vois, là, je suis passé au 15 mm. Donc là, la stabilisation est désactivée. Ça tremble un petit peu. Par contre, on a une belle séparation du sujet et de l'arrière-plan. Donc moi, j'aurais tendance à conseiller, hein, évidemment, quand la stabilisation est désactivée, peut-être à limiter les plans en mouvement, essayer d'être un peu plus stable. Si vous avez un truc à dire en mode vlog à la caméra, essayez de le faire peut-être de manière fixe. Tu vois que là, le 15 mm avec le crop, avec la stabilisation on, évidemment c'est plus stable, mais on est beaucoup plus resserré. Ça reste, je pense, raisonnable. Je sais qu'il y a pas mal de créateurs youtubeurs qui se filment avec cette valeur de plan en mode vlog, donc pourquoi pas, on pourrait l'utiliser, hein, ça pourrait fonctionner. Après, là, on a vraiment une belle séparation entre le sujet et l'arrière-plan. Tu vois, à f1.4, on a une grande ouverture. Par contre, l'autre difficulté que j'ai rencontrée, c'est que, eh bien, à f1.4, on a vraiment beaucoup de lumière qui rentre par l'objectif, et le problème du ZVE10, c'est qu'au niveau du shutter, il est limité à 1/4 millième de seconde, et tu vois que même en fait à 1/4 millième de seconde, c'était vraiment juste en plein soleil, à grande ouverture, surtout que là j'étais en S-Log 3, donc j'étais à ISO 500, donc là ça se voit pas, mais en étalonnage, j'ai beaucoup diminué l'exposition. Et puis ensuite, j'ai fait un autre test en vlog, mais en 1080, parce que il faut savoir que en fait en 4K, c'est là où il y a le plus de rolling shutter, parce que la 4K est échantillonnée à partir de son capteur 6K, donc c'est principalement là où le rolling shutter est créé. Donc tu vois que en principe en 1080 on a moins de rolling shutter, donc peut-être que c'est un petit peu plus stable. Là la stabilisation est désactivée. Alors par contre je trouve que le 1080 est un petit peu moins beau quand même que la 4K, moins définie. Sur un petit écran ça peut s'utiliser, si c'est pour du contenu pour les réseaux sociaux, pourquoi pas, ça peut fonctionner. Et là avec le crop 1.44, voilà, là on a quelque chose de bien stable, on est au ZVE10, profil standard, 1080, il y a moins de rolling shutter, au 10 mm avec le crop, c'est envisageable, on a une valeur de plan toujours assez large. Ensuite, je vous ai fait quelques plans en vidéo, donc là on est au 15 mm f1.4, évidemment là j'étais pas à pleine ouverture, avec le ZVE10 S-Log 3, 4K 25 images par seconde, sur un trépied, stabilisation désactivée, et là franchement on a une très belle image, je trouve. Franchement la 4K est très belle, et l'étalonnage là est vraiment très simple, et tu vois on a une belle plage dynamique, un beau contraste sur l'image. Donc là encore un autre plan, toujours au 15 mm f1.4, ce qui est bien comme la distance minimale de mise au point est vraiment très faible, on peut s'approcher d'un sujet. Là j'aurais même pu aller beaucoup plus proche du coquelicot, et je suis seulement à ouverture f3.5, mais tu vois on commence déjà à avoir une belle séparation au niveau du sujet par rapport à l'arrière-plan. Donc c'est une focale hyper intéressante le 15 mm, et là tu vois ouverture f2, donc là j'étais à main levée, ça tremble un petit peu plus, mais on a vraiment une très belle image, un beau flou d'arrière-plan, donc ça c'est le 15 mm. Et puis ensuite j'ai fait quelques prises au jardin de Claude Monet à Giverny, tu vois là je suis au 15 mm, donc là j'ai fait le plan classique où je me filme les pieds en mode vlog, donc tu vois 15 mm c'est vraiment adapté. Là tu vois c'était pour tester la plage du zoom, donc du 10 mm au 20 mm, donc ça donne un petit peu plus de polyvalence à cet objectif, et puis on peut quand même avoir une image assez intéressante je trouve. Voilà, donc là c'est le 10-20 mm, là je suis toujours au 10-20 mm, je crois que j'étais en stabilisation, peut-être stabilisation optique cette fois-ci. Là j'essayais voilà de filmer l'insecte qui bougeait un petit peu dans tous les sens, et voilà 10-20 mm, on a vraiment une très belle image je trouve. Voilà, là il y avait beaucoup de monde, c'était pas simple à filmer, mais c'est pour vous donner quand même une idée un petit peu de l'image. Donc on est sur du grand angle, là je crois que la stabilisation était activée, donc focale légèrement, la valeur de plan était un peu plus resserrée, mais au moins on sécurise nos plans. Si on a envie de se déplacer un petit peu, on a quelque chose d'un petit peu plus fluide. Toujours le 10-20 mm au ZVE10 en S-Log 3. Tu vois, on a vraiment une belle image, donc on est en 4K, et là la stabilisation est activée. On a quelques plans comme ça, assez sympa. Là, la stabilisation est désactivée, donc tu vois, ça tremble un petit peu plus. Donc, faut faire attention. Soit vous privilégiez le trépied quand la stabilisation est désactivée, ou sinon, je recommande vraiment, en tout cas avec le ZVE10, pour qui le capteur n'est pas stabilisé, il vaut mieux utiliser la stabilisation électronique. Et puis, on est au 15 mm, donc on avait vraiment un beau flou d'arrière-plan, une petite profondeur de champ.
Et puis enfin, évidemment, je voulais tester au niveau de la photo. Donc là, on est au 15 mm f1.4. Je suis à f6.3, tu vois, on a quand même une séparation au niveau du sujet de l'arrière-plan. On est au ZVE10. Alors j'ai pris des photos en JPEG et en RAW. Quand c'est en JPEG, c'est non retouché, et quand c'est en RAW, voilà, ça a été développé un peu retouché. Là, on a un coquelicot très sympa, ouverture f2, 15 mm. On a vraiment un beau flou d'arrière-plan. C'est ça qui est bien avec cette faible distance minimale de mise au point. Même en courte focale, on peut travailler des angles de prise de vue très intéressants et des valeurs de plan plus resserrées. Évidemment, en courte focale, c'est hyper beau. Tu vois, là, en mode selfie, mode vlog, même en photo, ça rend hyper bien. On peut retrouver des informations. Là, j'étais en RAW. Là, tu vois, la fleur, c'est du JPEG. Ça n'a pas été retouché. On a vraiment une belle image. Là, on est en RAW. Il y a eu un petit peu de développement. Et tu vois, on a de belles couleurs. On est au ZVE10, 15 mm f1.4. Là, j'étais pas à pleine ouverture, f4. Mais voilà, on a vraiment de chouettes focales. Même si c'est, bon, on va dire de l'entrée de gamme, mais voilà, sur un ZVE10, ça fonctionne hyper bien. C'est vraiment un combo adapté pour de l'extérieur, pour du voyage. Quand vous voulez vous déplacer léger, eh bien, je pense que ça fonctionne bien. Tu vois, toujours 15 mm, on a vraiment de belles couleurs, hyper beau. Donc là, c'est toujours le jardin de Claude Monet, évidemment. Il y a vraiment de très beaux sujets, de belles fleurs, de belles plantes. Et tu vois, là, c'est du RAW, on est au 10 mm, donc là, j'ai zoomé au 20 mm et ça fonctionne, c'est vraiment bien, c'est très très beau. Alors il y a encore une autre possibilité, c'est l'utiliser sur un boîtier plein format. Alors là c'est bizarre justement parce que je suis sur un boîtier plein format, j'utilise un boîtier APS-C, l'objectif ne recouvre pas la totalité du capteur, donc on a cette partie noire un petit peu au-dessus. Mais l'intérêt de la 7.4 c'est qu'il a, je sais plus, environ 33 mégapixels sur le capteur, donc on va pouvoir cropper dans l'image et passer sur le mode Super 35. Voilà, donc là je viens de passer sur le mode Super 35 du Sony A7 IV. Tu vois qu'on n'a plus les bords noirs, on a retrouvé une image normale, c'est normal, on a croppé sur le capteur. Mais par contre, comme on vient d'un capteur plein format, on a toujours un angle de prise de vue assez large. Alors là, je n'ai pas précisé, je suis au 11 mm f1.8 et voilà le rendu sur l'A7 IV. Donc là, l'intérêt c'est qu'on bénéficie bien de la qualité d'image d'un A7 IV. Là, je suis pas à pleine ouverture, mais je suis à f2. Donc je pense qu'on a quand même un peu de séparation au niveau de l'arrière-plan. Et là, on a vraiment la qualité d'image d'un A7 IV. Alors là, c'est un tout petit peu plus lourd à porter, voilà, mais au moins, là, on n'a pas besoin d'utiliser une stabilisation supplémentaire parce que, voilà, l'A7 IV est déjà stabilisé, il y a la stabilisation du boîtier. Après, on peut toujours rajouter une autre stabilisation par-dessus. Et puis là, on a une belle image. Là, je me filme en plus en S-Log 3 sur 10 bits en 4K. Alors, il y a le crop, mais comme on vient de 33 mégapixels, et bien au final, on doit arriver sur un capteur avec une vingtaine de mégapixels avec le crop Super 35. Alors, pour la vidéo, je vous ai testé aussi le Focus Breathing, donc là on est au 10-20 mm, là je suis zoomé à 20 mm, il y en a un petit peu au 20 mm, mais ça reste quand même assez léger. Voilà, tu vois, il y a un léger décalage de la focale au niveau de la bascule de mise au point, mais ça reste quand même assez léger, c'est raisonnable, de toute façon c'est de la courte focale. Tu vois qu'au 10 mm, il y en a quasiment pas. Là, il se ressent vraiment très très peu, donc pas trop de soucis à ce niveau-là. En vidéo, vous n'allez pas avoir trop de problèmes, en tout cas avec ce 10-20 mm, il y en aura très peu. 15 mm, il y en a franchement un tout petit peu, mais c'est très très léger. Je trouve c'est quand même assez léger. Et puis au 11 mm, c'est globalement la même chose. On a vraiment un focus breathing très très léger, pas trop de variation au niveau de la focale. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors j'ai voulu faire un test aussi pour voir si l'objectif était parafocal. Le Sony ne dit pas que son objectif est parafocal, mais par contre il précise qu'en principe il ne devrait pas avoir trop ce phénomène. Donc qu'est-ce que c'est un objectif parafocal? C'est quand tu modifies la focale de l'objectif, théoriquement la mise au point n'est pas modifiée. Donc là je suis en mise au point manuelle et théoriquement entre le 10 et 20 mm il ne doit pas avoir trop de changements. Alors moi j'ai l'impression, j'ai fait quelques tests qu'il y en a légèrement, tu vois ça va se ressentir au niveau de la statue. On perd un peu le point au niveau du visage, donc il n'est pas totalement parafocal, mais on va dire que le changement est assez léger. Il faudra quand même repréciser le point si vous êtes en mise au point manuel. Évidemment, en mise au point autofocus, il n'y aura pas trop de problème, la question ne va pas se poser. Et puis ensuite, c'est aussi un objectif qu'on peut utiliser sur un stabilisateur évidemment de la courte focale. Surtout le 10-20 mm, il est hyper intéressant parce qu'on a une focale très large, on a une focale variable, et puis surtout on a un zoom interne. Ça veut dire que la focale, l'objectif ne s'étend pas quand on va zoomer. Et donc évidemment, ça veut dire qu'on n'aura pas à restabiliser, à refaire l'équilibrage sur le gimbal. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc j'ai fait quelques plans d'intérieur comme ça, rapides. Si vous êtes quelqu'un qui fait un peu de vidéo, voilà, d'architecture de l'intérieur comme ça sur un stabilisateur,
utilisateur, ça peut être hyper intéressant. Tu vois, la focale donne vraiment cette impression de volume, de pièces beaucoup plus grandes, ça donne vraiment cette sensation d'espace, et ça pour de la vidéo d'intérieur, généralement, c'est ce qu'on recherche. Donc là, j'avais fait le test avec le DJI RS2, ça fonctionne bien. Par contre, le boîtier avait tendance à être un petit peu trop léger, au point qu'il y avait un des axes qui était un petit peu compliqué à stabiliser. Mais voilà, après, il y a la fonction du gimbal qui va adapter ses moteurs au poids embarqué sur sa nacelle. Et donc, en principe, il n'y aura pas trop de problèmes à ce niveau-là. Alors au niveau de la distorsion, c'est compensé automatiquement dans le boîtier, en tout cas c'est appliqué directement sur le JPEG. En RAW, ce n'est pas le cas. Donc sur le 15 mm, il y a quand même une grosse distorsion en barillet, mais ça sera corrigé automatiquement dans le boîtier avec la compensation, ou alors quand le profil sera disponible, eh bien on pourra voilà, corriger la distorsion ici. Pour le 11 mm, ça c'est avec la correction au niveau de la distorsion, et ça voilà, c'est la distorsion native. Donc là encore, on a une distorsion assez importante en barillet, donc c'est toujours la même chose. Et pour le 10 mm, donc ça c'est corrigé, donc ça c'est le JPEG, et ça c'est le fichier RAW. Donc là encore, on a une distorsion assez importante en barillet. Bon, aujourd'hui en photo, c'est pas un souci parce que ça sera corrigé avec les profils de correction. Ensuite, je vous ai testé le vignettage, donc là on est au 10 mm, donc je rappelle c'est le zoom 10-20 mm, mais là je l'ai testé pour le 10 mm, on est à f4, donc à pleine ouverture, donc il y a quand même un petit peu de vignettage, mais voilà, c'est pas trop marqué. À f5.6 il a quasiment disparu, et à f8 voilà, il y en a encore moins. Ensuite le 11 mm f1.8, à pleine ouverture à f1.8, on a quand même voilà, pas mal de vignettage. Ensuite, dès qu'on ferme un peu le diaph, tu vois tout de suite on a une image bien homogène. Là on est à f2.8, il n'y a plus de vignettage. À f4 il y en a encore moins, et à f5.6 voilà, c'est quasiment comme f4, donc on va dire que dès f4 pour le 11 mm on a quasiment plus de vignettage. Et puis ensuite on a le 15 mm f1.4, là le vignettage est plutôt léger, je trouve, on le sent, mais voilà, il est quand même assez discret. Et à f2 tu vois, on a déjà quelque chose de beaucoup plus homogène, et f2.8 on a encore moins de vignettage, et à f4 il a quasiment disparu. Je vous ai fait également un test au niveau du piqué, donc là je suis sur le mode de comparaison, on va essayer de regarder ça comme ça. Donc là on est au 10-20 mm, on est au 10 mm à f4, et à côté f5.6, donc je vais zoomer un petit peu pour voir ce qui se passe. Donc voilà, le centre a l'air pas trop mal, ça a l'air bon des deux côtés, et on va aller voir sur les bords. Voilà, les bords c'est la même chose. Je pense que dès f4, on a une image plutôt correcte. Je vais essayer de passer hop, sur f8. Donc là, on est sur f8. Voilà, on retrouve un petit peu plus de netteté sur les bords, mais dès f4, il n'y a pas de souci. Là, ça a l'air quand même assez net, j'ai l'impression. Donc là, pour le 10 mm, f4 d'un côté et f8 de l'autre. Ensuite, je suis passé au 11 mm. Donc là, la pleine ouverture f1.8 d'un côté et f2.2 de l'autre. Donc 2 tiers de diaph en moins à côté, à droite. Donc là, on est au centre de l'image. C'est pas mal. Alors là, on peut comparer que effectivement le 1.8 est légèrement en retrait. Le piqué est un peu meilleur dès f2.2. Donc voilà, il y a un léger décalage. C'est pas énorme, mais ça se ressent quand même. Et puis ensuite, voilà, sur le bord, c'est la même chose. Là, ça se ressent aussi. Le piqué est légèrement en retrait à pleine ouverture, donc à 1.8, mais dès, tu vois, là j'ai pas fait le test à f2, mais à 2.2, on retrouve quand même une image un peu plus homogène. On va aller voir de l'autre côté, voilà, là c'est à peu près la même chose, bien que là de ce côté c'est moins visible, moins flagrant. Et puis je peux vous montrer la différence aussi avec le f2.8, donc on va repartir au centre. Voilà, ça c'est le centre, donc on le ressent, léger retrait sur le f1.8, je sais pas si vous allez le voir avec la compression YouTube, ça se ressent un peu. Et puis en haut, voilà, la même chose, on retrouve un peu plus d'informations au fur et à mesure qu'on ferme le diaph. C'est du classique. Pour une pleine ouverture, il n'y a rien d'inquiétant. Le piqué est plutôt bon. Ensuite, j'ai fait le test au 15 mm. Donc là, on a le f1.4 d'un côté et f2 de l'autre. Donc même chose, on va zoomer au centre. Donc là, c'est à peu près, j'ai l'impression, comme le f1.8. Le 1.4 est un petit peu plus en retrait, en admettant que j'ai bien fait le point au bon endroit. Théoriquement, ça devrait être le cas. Et voilà, léger retrait même au centre, ça se sent par rapport au f2. Et on va essayer d'aller voir sur le bord, même si c'est plus difficile. Là, on arrive à le voir, effectivement. Voilà, c'est un petit peu la même chose, piqué légèrement en retrait aux extrémités, de manière générale sur l'image, par rapport à une ouverture un peu plus fermée. Et tu vois, dès f2, on retrouve beaucoup plus de netteté. Et ensuite, à f2.8, on va voir ce que ça donne. Là, la différence se ressent également. On est un peu plus net sur le f2.8, sur un diaph un peu plus, sur une ouverture
plus fermé et ça se ressent également ici. On est légèrement en retrait sur le f1.4, mais évidemment en plan large, ça serait totalement utilisable. J'ai zoomé à 300% pour le test, mais en temps normal, voilà, sur l'affichage classique, ça ne se remarquerait pas. Au niveau du prix, j'ai pas la valeur exacte, mais j'ai une donnée assez proche. Le 11 mm f1.8, il sera aux alentours de 600 € et le 15 mm f1.4 et le 10-20 mm f4, eux, on va les trouver plutôt aux alentours de 850 €. Donc on est sur de l'entrée de gamme, mais pas loin milieu de gamme quand même. Allez, je finis par vous donner mon avis sur ces produits. Donc là, très clairement, Sony complète et vient renouveler sa gamme d'objectifs pour boîtier APS-C. Là, avec ces 3 objectifs, eh bien, il cible particulièrement le thème, la thématique, l'univers du vlog, mais aussi des face caméra, un peu le style de vidéo des créateurs sur YouTube. Donc l'année dernière, ils ont sorti celui-là, le ZV-E10, c'est un boîtier entrée de gamme, on est en dessous des 1000 €, c'est un boîtier hybride à objectifs interchangeables. Et là, aujourd'hui, avec ces 3 objectifs, je trouve qu'on a plutôt une combinaison intéressante avec le ZV-E10. Déjà à la base, on a un boîtier plutôt grand public qui était justement vendu pour les vlogueurs, pour les créateurs de contenu, et justement c'est aussi la thématique de ces 3 objectifs. Alors on l'a vu, pour vloguer sur un boîtier APS-C, on a besoin d'une très courte focale. Et généralement en plus, on est assez gourmand, on aime bien les optiques à grande ouverture pour avoir un beau flou d'arrière-plan et donc une belle séparation du sujet par rapport au décor. Donc là, la marque nous propose 3 variantes d'objectifs. On a le 11 mm f1.8 qui est à mon sens très intéressant parce que 11 mm c'est vraiment une très courte focale et en plus f1.8 plutôt une grande ouverture. Donc ça permet de vloguer correctement, même avec la stabilisation optique d'activer, donc avec le crop de la stabilisation. On a vu que pour le ZV-E10 il est assez important, mais 11 mm plus le crop, ça permet quand même de conserver une valeur assez large en mode vlog, et f1.8 ça permet voilà, d'avoir une toute petite profondeur de champ et un beau flou en arrière-plan. Après on a le 15 mm f1.4 série G, très bonne qualité. On est sur une grande ouverture f1.4. Par contre 15 mm, on l'a vu, c'est un peu plus resserré. Alors nativement ça va, mais dès qu'il y a le crop de la stabilisation électronique du ZV-E10, là on arrive vraiment sur une valeur de plan, on est plus serré que le plan poitrine, on arrive globalement sur un plan cravate. Donc pour du vlog, ça peut être un petit peu proche. Même si, comme je vous l'ai dit, moi je vois plein de vidéos YouTube type vlog avec cette valeur de plan, voilà, des gens qui marchent et qui parlent à la caméra, ça pourrait fonctionner. Je vous ai fait les tests, je vous ai fait plein de comparaisons, vous avez les plans, à vous de voir si ça convient ou non au style d'image que vous aimez produire. Après, c'est un objectif qu'on pourrait très bien utiliser sur un petit gimbal. Là, les 3 restent quand même très compacts, très légers. Sur un ZV-E10, ça va pas peser très lourd, c'est pas trop encombrant, et au moins on n'a pas besoin d'activer la stabilisation électronique, donc on va avoir voilà, une image bien fluide et une belle valeur de plan. Et puis enfin, on a une courte focale, mais cette fois-ci c'est un zoom, donc c'est un peu celui-là qui est le plus polyvalent. On a du 10 au 20 mm, donc c'est quand même une belle plage de focale. Ça reste un zoom en ultra courte focale. Il a une ouverture max fixe à f4, donc là pour avoir une plus petite profondeur de champ, c'est plus compliqué, il y aura moins de flou en arrière-plan, mais on a la polyvalence de la focale, on a un zoom interne, donc sur un gimbal, ça va être très intéressant, pas besoin de rééquilibrer à chaque fois. Et puis on a plusieurs commandes pour contrôler le zoom, on peut le faire via la bague, via le bouton poussoir. On peut le faire sur le ZV-E10, lui il a une commande pour contrôler le zoom, on peut le faire sur l'application pour smartphone, ou encore on peut le faire avec le grip quand il est connecté à la caméra en Bluetooth. Et là l'intérêt c'est qu'au 10 mm, au moins même avec le crop, voilà, pour la stabilisation électronique, on a toujours une valeur de plan assez large et pour du vlog c'est vraiment adapté. Alors pour les 3 objectifs, au niveau de l'autofocus, j'ai rien à reprocher, ça a l'air vraiment très réactif et maintenant sur des boîtiers Sony, voilà, c'est hyper performant, c'est silencieux et moi le détail personnellement qui me fait plaisir, que j'aime bien sur un objectif, c'est la distance minimale de mise au point très faible. Donc ça permet vraiment de s'approcher d'un sujet, presque de faire de la macro, même si on est sur de la courte focale, et ça permet voilà, de travailler des compositions différentes et d'aller voilà, chercher un sujet pour le détacher de l'arrière-plan. Donc ça rend vraiment ces 3 optiques beaucoup plus polyvalentes. Alors là, moi je voulais essentiellement tester avec le ZV-E10 parce que je trouve que c'est une bonne combinaison. Au niveau du prix, on est très proche. D'ailleurs, ça faisait un moment que j'avais pas testé aussi un boîtier entrée de gamme. Donc là, vraiment très content du ZV-E10. Il a quelques défauts, notamment voilà, un 4 millième au niveau du shutter et beaucoup de rolling shutter en 4K, mais sinon j'ai l'impression que c'est une belle référence. En tout cas, l'image 4K est vraiment très belle, c'est parfait pour du vlog, c'est léger, on a l'écran orientable sur rotule, on a un autofocus hyper réactif, donc là on a vraiment une très bonne combinaison d'objectifs. Après évidemment, ce n'est pas le seul boîtier APS-C de chez Sony, on a aussi la 6400, la 6500, la 6600, sachant que pour la 6500 et la 6600, si je me trompe pas, ils ont un capteur stabilisé, donc à la limite on n'a pas besoin de rajouter par-dessus une stabilisation électronique. Du coup là on pourrait profiter pleinement du capteur APS-C sans crop, tout en ayant une image quand même assez stable.
Et dernier candidat très intéressant, je vous ai montré un exemple dans la vidéo, c'est l'A7 IV. Alors là, l'A7 IV est en train de me filmer sur ce face caméra. Pourquoi l'A7 IV? Je sais que c'est un boîtier plein format, donc forcément il faudra l'utiliser en mode Super 35 avec ses optiques, mais là où c'est intéressant, c'est que l'A7 IV, il a un capteur avec une forte résolution, on est à environ 33 mégapixels. Donc même en mode Super 35, on a toujours suffisamment de pixels, on a une 4K bien définie, et puis finalement, si vous aimez utiliser la 4K 60 images ou 50 images par seconde, sur l'A7 IV, il y a un crop, on passe automatiquement en mode Super 35. Donc à la limite, ça peut être aussi une combinaison très intéressante, d'autant plus qu'avec le mode Super 35 de l'A7 IV, du coup on a un crop, et là on a des courtes focales avec vraiment un angle de champ très large, donc finalement ça peut se compenser, et au moins on profite de la qualité d'image d'un boîtier plein format, et voilà, d'un boîtier haut de gamme comme l'A7 IV. Donc pourquoi pas, à mon avis ça peut être une possibilité. Alors Sony a aussi un parc plein format d'optique hyper intéressant, évidemment je vous le conseille fortement quand vous aurez le budget, mais si vous venez d'investir sur un A7 IV, vous n'avez pas encore le budget pour des optiques haut de gamme, et bien là voilà, on est à 600-800 € et ça pourrait convenir à l'A7 IV, je pense. Et puis pour finir, la caractéristique principale de ces optiques, c'est qu'elles sont très légères, très compactes, donc totalement adaptées pour de la sortie en extérieur, pour du vlog, pour avoir peut-être 2 ou 3 optiques dans son sac à dos, avoir un setup avec une poignée comme ça pour du vlog, quelque chose de pas trop lourd, donc ça c'est aussi un point fort. Donc pour résumer, là on a des optiques qui se distinguent pour du vlog, du face caméra, tout ce qui est vidéo YouTube, de l'architecture, du paysage ou encore de l'astrophoto. Voilà les amis, j'espère que ce test vous a intéressé. Comme d'habitude, vous avez les liens de ces optiques dans la description de la vidéo. C'était Benjamin avec Derrière la caméra, on se dit à la prochaine, ciao les artistes!